voilà, qui est macroniste, hein, elle le dit elle-même, c'est pas du tout la peine d'augmenter les capacités des EHPAD. Un EHPAD de 60 personnes peut tout à fait fonctionner correctement. Donc là, non, c'est vraiment la logique de l'ARS, on ne part pas encore une fois des besoins. Quant aux subventions privées, bah là, bon, je ne suis pas au courant, je ne sais pas exactement ce qu'il en était, mais c'est surtout savoir est-ce que ces subventions, elles sont conditionnées. Parce que, voilà, est-ce qu'on subventionne le privé, mais à condition que, voilà, c'est encore la même logique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... oui. Non, vas-y. Il y a une personne qui a le micro déjà. Ensuite. Bon, je vais essayer d'être brève. En fait, je voulais juste te faire un petit résumé de mon expérience professionnelle. J'ai travaillé en milieu hospitalier de 91 à 2022 comme assistante sociale. Et en fait, quand je suis arrivée en 91, je me suis dit, mais c'est quoi ce gaspillage? C'est pas possible. En fait, à l'époque, les personnes qui étaient hospitalisées partaient toutes en maison de repos. Il y avait des maisons de repos partout. La Sécu accordait même des prises en charge de transport pour aller au bord de la mer, en maison de repos. C'était vraiment quelque chose d'hallucinant. Des tas de gens partaient, mais on n'avait pas besoin, et ça coûtait une fortune, tout ça. Et puis bon, petit à petit, les choses ont bien évolué, puisque est arrivée la T2A. Donc, bien sûr, entre-temps, les maisons de repos ont fermé. Sur le secteur où j'habitais, il y en a 10 qui ont fermé la même année. Et donc, la T2A est arrivée, et là, ça a été la catastrophe totale, parce que, du coup, peu importe l'âge des personnes, pour une même pathologie, selon l'âge, on n'a pas besoin du même temps d'hospitalisation, des mêmes soins. Et en fait, la pression des directions financières, des hôpitaux, c'était tant pis, on laisse sortir les patients, peu importe. De toute façon, plus on aura de séjours, plus ils reviendront, plus ça nous rapportera de l'argent. Peu importe ce que ça implique pour eux, on s'en moque. Donc, en tant que service social hospitalier, on a eu des pressions absolument minables à partir de l'arrivée de la T2A. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, je voulais aussi mettre en parallèle la prise en charge de la dépendance. En fait, j'avais fait une petite étude entre le début de ma carrière et la fin. Donc, quand je suis arrivée, la prestation pour le financement de la dépendance, notamment pour les institutions, c'était l'allocation compensatrice tierce personne. Et à cette époque-là, elle permettait de financer un hébergement en EHPAD ou en non-séjour, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des unités de soins individuels. Et donc, ça posait des problèmes à personne, à peu de monde, le financement de son établissement quand on ne pouvait pas faire autrement. Après, donc, on est passé au système de la PSA. Et en même temps que la PSA était beaucoup moins importante que la CTP, le prix des EHPAD et des GSLD a commencé à grimper. Et après la PSA, on est arrivé à l'APA, qu'on connaît aujourd'hui, donc qui a encore diminué, et en plus avec l'entrée des conditions de ressources et l'augmentation toujours des établissements. Donc en fait, si on se situe côté patient, côté personnes âgées et côté famille, maintenant un placement en institution, c'est devenu un vrai drame pour la plupart des gens, parce que les prestations ne couvrent plus, les petites retraites ne permettent pas de financer. Et les gens qui ont un petit bien et des petits revenus ne veulent pas faire appel à l'aide sociale parce qu'il y a la récupération sur succession, mais qui veulent essayer de préserver le peu de choses qu'ils ont capitalisé pour laisser à leurs enfants, en fait. Donc, de 91 à 2022, j'ai vraiment vu une évolution dramatique par rapport à la qualité des soins, les prises en charge, et aussi le financement pour les personnes. C'est ça, et puis les plans se sont enchaînés les uns les autres, et toujours sur la même logique, et donc effectivement, on en arrive maintenant à cette situation. Merci pour votre témoignage. Il y avait une autre... Vous voulez réagir? Non, moi je voulais simplement dire, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, au lieu de parler de ce qui existe et qui ne va pas, de parler de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire la 6ème République et l'avenir en commun? Merde. Bravo. C'est la base.
2015, l'AGCS, l'accord global sur le commerce des services. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'était donc une longue liste à la Prévert dans laquelle, pays membres de l'OMC, il faut privatiser vos télécoms. J'étais aussi donc au PTT. Il faut privatiser donc le rail. Il faut privatiser donc il fallait tout privatiser. Il y avait deux services qui n'y étaient pas. Les deux services que vous avez parlé ce soir, l'école et la santé. Alors aujourd'hui, depuis 5-6 ans, il y a un accord sur le commerce des services. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est négocié dans le plus grand des secrets. C'est au niveau de l'Union européenne. Alors vous avez dit, il faut voir les choses pas qu'au niveau local, pas qu'au niveau régional, pas qu'au niveau... Donc moi je dis qu'il faut monter encore plus haut. L'année prochaine, il y a des élections européennes. Et là je vous dis, ne vous trompez pas de bulletin de vote s'il vous plaît. Merci. Oui, il faut pas politique pour le vote. Bonsoir, merci d'être là. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même qui tend vers la droite, même vers l'extrême droite. Aujourd'hui, on est dans une société évidemment capitaliste. Capitaliste, ça veut dire accumulation de capital. Et on sait que le capital économique tire le capital culturel. La deuxième chose, c'est que dans cet individualisme aujourd'hui, qui est tiré aujourd'hui par le numérique, et avec le numérique, l'Internet, on se sent libre, on se sent sachant, on se sent indépendant. Et évidemment, toute une partie de la population aujourd'hui oublie qu'en fait, quel que soit notre statut social, qu'on soit médecin, agriculteur, infirmier, on a eu dans notre vie, dès notre naissance, on a eu besoin des autres. En fait, la société, c'est avant tout un écosystème. On est dans le collectif, dès notre petite enfance. Et ça, aujourd'hui, une partie de la population l'a oublié. On est dans l'individualisme. Et ça, il faudrait leur rappeler que si ces gens-là savent lire, écrire, c'est parce ils ont été à l'école, il y avait des enseignants. Si aujourd'hui ils sont en bonne santé, c'est parce qu'il y a eu des soignants. Si aujourd'hui ils peuvent se déplacer sur des routes, c'est parce qu'on a créé des infrastructures, etc., etc. Et on est vraiment dans le collectif, et on vit dans un collectif, et on nous fait croire qu'en fait, on est tous des individus séparés des uns des autres. Et c'est une chose qu'il faudrait rappeler à chaque réunion publique. Merci. Excusez-moi, je voulais simplement dire une chose. J'ai une affiche devant moi, là, hôpital malade. J'ai été 40 ans infirmière et j'ai vu énormément de choses au cours de ma carrière, bien sûr. Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le nombre d'infirmiers et infirmières qui fuient l'hôpital. Et je me demande, je me pose la question, et vous êtes posé la question, qu'est-ce que va devenir cet hôpital? C'est le pourquoi de cette réunion ce soir, mais comment va-t-il fonctionner s'il n'y a plus personne dans les services? Une infirmière, il faut 3 ans pour qu'elle soit formée. On a parlé du problème médical, mais une infirmière, il faut 3 ans pour qu'elle soit formée. Une aide-soignante, il faut 1 an. Donc, il manque de personnel partout. Qu'est-ce que vous allez proposer pour justement attirer toutes ces personnes qui fuient cet hôpital, peut-être les faire revenir, pourquoi pas, et aussi provoquer que les gens reviennent travailler à l'hôpital, le rendre plus attractif si c'est possible. Merci beaucoup. Alors, je te donnerai la parole ensuite, Yann Planche. Pour le rendre plus attractif, déjà, il faut qu'elles soient plus nombreux. Et le problème, c'est que comme elles fuient, c'est un cercle vicieux. Moins il y en a, plus les conditions de travail se détériorent. Et non seulement à l'hôpital, mais il y en a aussi qui décrochent la plaque. Sur les infirmières libérales qui aussi décrochent la plaque parce que la situation devient vraiment terrible. Donc effectivement, il faut améliorer les conditions de travail et de salaire.
Et puis alors aussi revoir le problème de Parcoursup pour les infirmières, parce que Parcoursup a fait beaucoup de mal à la formation, c'est-à-dire qu'elles étaient recrutées en première année par Parcoursup, et ce qui fait qu'il y a eu dès la première année un taux beaucoup important, hein, donc ils sont partis, je crois que c'est presque 50% des premières années qui finalement quittaient parce que ça leur plaisait pas, mais alors qu'avant elles étaient recrutées sur leur envie, leur motivation. Et donc Parcoursup, ben, voilà, c'est un ordinateur, c'est un algorithme, voilà, il n'y avait pas de... Donc ça déjà, revenir sur cette crise de la vocation qu'a créé Parcoursup. Tu veux rajouter Oui, ouais, tu as commencé à bien répondre. Oui, mais c'est là, on en est là. En fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on sent bien que les deux quinquennats, il y a 10 ans, on dit que c'est 10 ans, c'est ce qu'il faut pour former un médecin. Et on sent bien qu'au bout de ces deux quinquennats, en fait, qu'est-ce qui va nous rester, quoi. Ils avaient tout le temps qu'il fallait pour répondre aux besoins, et ils ont fait exactement le contraire. Donc ça fait très très peur. Je pense au cas, nous, des sages-femmes qu'on a persuadées d'aller ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'avenir chez nous, donc ça c'est une façon insidieuse de faire les choses. Je pense au fait qu'il n'y a pas de pénurie de sages-femmes. On a Christophe Prudhomme qui est venu il y a quelques temps là, chez nous à Guingamp, et comme il nous disait, c'est une des professions où il n'y a pas de pénurie. S'il y a une pénurie à Guingamp, c'est qu'on a fait en sorte qu'elle ne vienne pas ou qu'elle ne reste pas. Donc déjà, cette volonté de nuire là, des ARS, déjà je pense que ça c'est des gens qu'il faut dégommer, c'est clair. Ce ne sont pas des interlocuteurs, contrairement à ce que pensent les élus de GPA. L'ARS, ce ne sont pas des interlocuteurs, ce sont des tueurs. Donc voilà. Donc concernant... Et donc, moi ce qui me frappe, on a parlé beaucoup aussi du privé, de la place que prend le privé, des mutuelles et tout ça, il se trouve que l'origine de nos problèmes, nous, sur, on va dire, même tout l'ouest des Côtes-d'Armor, parce que, comme l'a rappelé Anne-Marie, Lannion, c'est les prochains sur la liste, hein. Guingamp tombe, Lannion tombe, voilà, tout est prévu. Puisque le but, c'est d'obtenir un seul hôpital de plein exercice par département, en gros, quoi. Donc, vous avez Saint-Brieuc, et puis pour le reste, c'est ce qu'on appelle des hôpitaux de proximité, pour faire joli. Voilà, tout à fait. Ah ben oui, on a vu la liste, on a vu Paimpol, on a vu Dinan, maintenant Guingamp, Lannion, enfin c'est cousu de fil blanc. Et donc si à terme c'est obtenir ça, en fait moi je trouve que, alors ce qui est intéressant aussi, parce que ma seconde casquette c'est institut, et je trouve la qualité pédagogique de ce qu'on a entendu, c'est vraiment pas mal. J'ai appris des choses, je pense qu'on est quelques-uns à avoir clarifié les choses sur les cotisations, les impôts, le service public, donc ça c'est une très bonne chose, il faut que ça se fasse souvent, très souvent ça. Et donc je vous disais ça parce que oui, nous au départ, il faut avoir un peu de recul, il faut garder cette histoire de temps long, il faut se souvenir des choses, et c'est ça qui manque. Vous parliez d'individualisme, l'individualisme c'est ce qui nous met aussi dans un temps qui est un temps présent, quoi. Il nous met dans l'instant et on comprend rien à ce qui se passe, et quand on se souvient des choses, quand on garde la trace des choses, là on comprend quand même très bien. Et je pense à 2008. En 2008, l'ARS n'existait pas encore, c'était des ARH, Agence régionale d'hospitalisation, et il y a une note qui était sortie, et quelques conseillers régionaux à l'époque en ont parlé. C'est une note qui expliquait qu'un hôpital privé, hein, parce qu'ils osent l'appeler comme ça n'existe pas un hôpital privé, un hôpital ça accueille tout le monde, on appelle ça une clinique. D'accord ? Donc une clinique allait se créer du côté de Plérin, et elle existe depuis, mais déjà dès 2008, alors qu'elle s'est créée en 2016, dès 2008, cette note de la RH, elle disait, avec l'arrivée de cet acteur privé, il va falloir revoir la répartition des soins, l'organisation, le maillage territorial dans le public. Et là, on marchait sur la tête. Déjà, c'était dans les tuyaux. Donc moi, quand je regarde la carte des Côtes-d'Armor, que je vois Plérin, qui est à 10 minutes de l'hôpital Le Foll de Saint-Brieuc, l'hôpital public, je me dis, mais comment c'est possible ? Il y a une ARS qui est censée gérer la répartition des soins, de l'offre de soins, et là, ils laissent à 10 minutes de l'hôpital public un hôpital privé avec lucratif, et par contre, ils vont fermer une autre qui répond aux besoins des femmes sur tout un territoire qui est négligé. En plus, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il faut que j'en parle quand même, c'est pas n'importe quelle maternité, la maternité de Guingamp. C'est une maternité qui sait accueillir, c'est une maternité qui respecte le parcours de naissance, c'est une des 6 maternités en France où on connaît dans l'eau, c'est le cas de mes enfants, donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, parce que moi je suis pas soignant en fait, je suis institut à la base, donc quand Yves parle des fermetures de classe, voilà, et je vis tout ça. Donc l'engagement citoyen, c'est ça aussi, c'est qu'on sent que ces choses-là nous appartiennent, comme les cotisations qu'on nous a piquées, et donc là on nous pique tout, quoi. Et donc on se demande ce qui va nous rester. Mais je ne veux pas finir sur une note négative, mais
Anne-Marie va le faire. Non, je ne vais pas parler de quelque chose de négatif, mais par contre, je voudrais alerter sur des éléments de langage. Alors moi aussi, j'ai été enseignante, mais j'ai été aussi infirmière au moment, donc je suis passée d'infirmière à professeur des écoles, au moment où la baisse des infirmières a commencé. Donc, il y a un élément de langage que je vois poindre depuis longtemps. C'est aussi bien dans l'éducation nationale que à l'hôpital, dans la santé, c'est l'élève au cœur, l'élève acteur de son enseignement, de son éducation, et le patient acteur de sa santé. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus en réalité? C'est que les services proposés sont en baisse. Il y a moins d'enseignants, il y a moins de soignants, il y a moins de classes, il y a moins de lits, il y a moins d'offres d'éducation. Ça commence à devenir la catastrophe. On regroupe les spécialités pour les profs. C'est la même chose à l'hôpital. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que autant l'élève, on va lui faire je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, mais un projet... oui, mais personnel, quand l'élève ne va pas, ça s'appelle comment? Un projet... un PPRE, voilà. Donc on va lui faire un PPRE et le pauvre gamin qui a CE1, CE2, il est obligé de signer son contrat. Mais comment est-ce qu'on peut, à 6-7 ans, signer quelque chose et être responsable de ce qu'on ne nous donne pas? On ne nous donne pas l'enseignant, on ne nous donne pas les locaux. À l'hôpital ou même dans la médecine de premier recours, les médecins généralistes, le patient acteur de sa santé. Mais quand on se reçoit l'amiante sur la tête, quand on n'a pas les moyens d'avoir une bonne alimentation, quand on fait 1 heure pour aller bosser et pareil au retour, quand beaucoup de choses, comment est-ce qu'on peut être en bonne santé? La maladie, ça vous tombe dessus, c'est pas voulu, on choisit pas d'être malade. Donc attention aux pièges, aux éléments de langage. Acteur 2, ça veut dire que vous êtes coupable. De la même façon que lorsqu'on dit aux soignants, on va vous autoriser à gérer votre temps de travail et ainsi de suite, ils seront acteurs mais acteurs, si ça ne marche pas, vous êtes coupable. Voilà, donc élément de langage. Juste une petite chose sur l'attractivité. Il faut savoir que quand j'ai posé ma question sur les EHPAD à Aurore Berger lors des questions au gouvernement, elle a retourné le sens des responsabilités. C'est-à-dire qu'elle a dit que si les EHPAD se trouvaient mal, c'est parce que nous, on critique la situation catastrophique des EHPAD. Et j'ai entendu la même chose pour la maternité. C'est parce qu'on manifeste pour la maternité que les soignants ne veulent plus venir. Vous voyez un peu comment on retourne la situation. C'est assez terrible. Bon, après, ça ne nous empêche pas de manifester, mais... Sur l'Agnon, quand on a dénoncé l'hôpital de proximité, le décret de l'hôpital de proximité, en disant ce qui allait arriver, on était complotistes. Oui, mais c'est leur façon de faire, c'est l'accusation inversée. Vous dites ceci, il faut retourner. Mais notre seule force à nous tous et toutes dans cette salle, c'est ce qu'on est en train de dire en commun. Monsieur, il posait bien la question. Eux, ils veulent nous individualiser, et nous, notre force, c'est de nous associer, d'avoir des collectifs, de nous ressentir dans une même classe sociale avec les mêmes besoins sociaux. Le salariat, c'est ceux qui produisent toutes les richesses de ce pays et qui n'en reçoivent pas en retour la part qu'ils méritent. Et on est avec un système politique
autoritaire, pouvoir personnalisé, qui pille, au sens strict. Parfois, on a du mal à le croire nous-mêmes qu'ils osent faire tout ça. Une fois dans un débat, il y a un monsieur, j'avais décrit tout, il m'a dit, mais pourquoi ils sont si méchants? C'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce que le système capitaliste est ainsi fait. Quand j'étais tout jeune, je faisais des tracts contre le profit. Le système capitaliste n'est pas vraiment le profit. Parce que le profit est lié à toute activité productrice humaine. C'est une récompense quelque part pour l'artiste, pour le soignant. Mais le capitalisme, c'est le profit maximum. C'est une logique de recherche du profit maximum. Le petit patron qui ne fait pas assez de profit se fait bouffer par le patron qui en fait plus. Et celui-ci même par les autres. Et eux, ils essaient de faire croire que les entreprises sont toutes bénéfiques et vont dans le sens de la collectivité. Moi, je prends toujours le temps de dire aux gens que les entreprises, en fait, ça n'existe pas. C'est comme les poissons. Il y a des requins et il y a des sardines. Ce qui intéresse Macron, c'est les requins. Et il bouffe autant qu'il peut toutes les sardines et il les fait périr, dépérir, il s'en fout, c'est les riens pour lui. Et il pense que seuls les requins vont l'emporter en France, en monde. Et nous n'avons que le collectif à opposer. C'est pour ça que je parle si souvent de salariat, parce que souvent on dit, ouais, les classes populaires. Je vais vous dire en confidence, je ne sais pas ce que c'est les classes. Pourquoi il y a un S? Ceux qui disent les classes populaires, combien il y en a? En fait, il n'y en a qu'une. Ceux qui sont salariés, 90% des actifs. Et faites attention parce que 90%, mon chiffre datait d'un peu d'avant Macron. Et oui, on est sans doute descendu à 89, 88, peut-être 87% des actifs salariés. Il fait reculer le salariat qui a mis un siècle pour se construire et qui, en gagnant ses statuts, inaugure une société future possible. Parce que moi, quand on parle de 6e République, comme ça a été... dans les institutions, on n'a pas discuté du contenu, mais moi, je suis pour un Parlement social. Sénat, non. Conseil économique, non. Encore peut-être pour les collectivités territoriales. Puis l'Assemblée nationale. Mais quand on a un budget de 850 milliards, il faut un Parlement qui corresponde à ça, qui soit élu par ceux, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les assurés, par les salariés, etc. Et le salariat, c'est ce que nous avons en commun, sans oser le dire souvent. Il y a des gens qui disent, oui, mais attends, le salarié, il est riche. Voilà, il y a 1% des gens qui gagnent beaucoup en tant que salariés et qui trichent. De toute façon, on est pour, dans le programme de la NUPES, on est pour un salaire maximal à 20 fois le SMIC. C'est très important, cette question. Parce que si vous dites, vous arrivez à faire gagner dans les esprits du salariat qu'il doit y avoir un salaire minimum et qu'il doit y avoir un salaire maximal, et à partir de ce moment-là, vous avez une autre vision du monde. Ce n'est pas possible que des gens gagnent 600 fois le SMIC. Ce n'est pas acceptable. Et là, il faut être violent, révolutionnaire, tout ce que vous voulez, ce n'est pas acceptable. Et si vous arrivez à dire qu'il y a une idée de redistribution et de partage, alors on règle tous les problèmes pour la soirée. Parce que moi, je vis comme vous, je suis un fils d'aide-soignant, je suis un mari d'infirmière, mon père était cheminot sédentaire, et j'ai fait toute ma carrière, ou l'essentiel de ma carrière, avoir fait 12 boulots dans la fonction publique comme inspecteur du travail, et les services de contrôle, c'est nécessaire aussi. Parce que les services de contrôle, vous n'avez pas de loi sans contrôle. Si vous n'avez pas des services de contrôle, l'hygiène, la consommation, la concurrence, et les impôts. Si vous n'avez pas tout ça, ça fait partie de notre sujet de ce soir. Merci encore à Muriel d'avoir fait ce plateau. Je trouve que c'est excellent. Je te remercie aussi de m'avoir invité. Mais c'est ce sentiment-là collectif, c'est celui-là le seul qui nous fait gagner. Et c'est celui qui fait de la politique, qui fait qu'on sera pour une autre système social, pour une 6e République, je répète, contre le pouvoir personnel. Le collectif doit l'emporter contre le pouvoir personnel. La démocratie doit l'emporter contre le pouvoir personnel. Et cette démocratie-là, c'est celle qui permet à chaque service de fonctionner. Dans le temps, on disait en autogestion, on fout de ce terme, mais de fonctionner.
c'est-à-dire à chaque niveau, small is beautiful. Hein, quand on est dans une petite unité, on fonctionne. Puis toutes les communes, toutes les unités, tout ça, c'est ça qui fait une société démocratique collective, horizontalement, qui s'écoute, qui vit mieux, qui s'intègre, qui s'échange, qui ne rejette personne. Parce que bon, là, le truc des immigrés, ça commence à bien faire quand même. C'est la 5e ou 8e préoccupation des Français. Donc de dire, oui, mais ils viennent, ils font baisser les salaires. Mais qu'est-ce qui décide des salaires? C'est les patrons. C'est jamais un immigré qui a décidé de faire baisser le salaire de quelqu'un. C'est le patron qui s'en sert, c'est au patron qu'il faut s'en prendre, pas à l'immigré. Et je termine parce que je ne peux pas gagner la parole, mais merci pour tous ces échanges. Moi aussi j'ai appris. On va laisser la parole à Clémentine pour finir si elle veut bien. Il y a un monsieur qui veut parler. Pour rebondir sur ce que vient de dire Gérard Filoche, je viens de lire un livre de Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse, c'est un grand banquier de la banque Lazare, qui est vraiment au cœur du système capitaliste, banquier, financier de France, et même du monde, parce que la banque Lazare, c'est mondial. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que sur les 10 dernières années, les profits des entreprises ont été répartis à 68% pour les actionnaires, à 27% remis en investissement dans les entreprises et seulement à 5% pour les salariés. Et deuxième point très important, c'est connaître la structure de la population française, voire mondiale. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands partis. Il y a les 50% de plus défavorisés, il y a 40% de moyens aisés et il y a 10% de riches. Et aujourd'hui, évidemment que les 50% de défavorisés vont essayer de se battre pour qu'on ait un système qui change. Et les 10% de riches vont se battre, eux, pour au contraire que le système ne change absolument pas. Mais en fait, ceux qui font tenir le système, c'est les 40% entre les 50 et les 10 qui, eux, ils sont dans les moyens aisés, ils sont contents de leur situation, et donc ils tiennent également le système. Et c'est à nous, qui faisons partie de l'une ou de l'autre, de nous battre pour que ce soit la collectivité qui gagne, et pas seulement les 10%. Merci beaucoup. Alors, on apprend beaucoup ce soir. On va laisser le dernier mot à Clémentine et après on pourra échanger ensemble dans le hall si vous le souhaitez. Ça marche? Je voulais faire remarquer qu'il y a un endroit justement où il y a un salaire maximum, c'est dans la fonction publique. C'est comme... Oui, il est violé en permanence. Certes, mais il y a bien le principe d'un max. Ça ne peut pas être infini. Et je pense que ça fait partie des valeurs aussi intéressantes qu'il faut raviver, auxquelles il faut redonner du sens dans le service public et la fonction publique. Je voulais dire un mot quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, sur l'attractivité, c'est vraiment la question des salaires. Pendant longtemps, je trouve que les syndicats ont mis de côté la question des salaires des fonctionnaires, parce que les libéraux avaient fini par imposer une espèce de vision, c'est des feignants, ils sont trop bien payés, ils ont la sécurité de l'emploi, ils ont des salaires incroyables, ils font rien, enfin... Oui, mais c'est quand même un discours qui a énormément infusé dans la société, et je pense que là aussi, il est vraiment temps que nous disions, non, il n'y a pas trop de fonctionnaires, il n'y a pas assez de fonctionnaires, c'est-à-dire, il faut le dire comme ça, il n'y a pas assez de fonctionnaires. Et de s'en prendre justement à cette logique libérale qui vise à nous dire qu'il y a trop de fonctionnaires, et de la même manière, il faut assumer une augmentation substantielle de l'ensemble des personnels qui font vivre les services publics, parce qu'il y a eu très longtemps le gel du point d'indice, très très longtemps, et avec le léger dégel, ça ne compense même pas l'inflation. Donc en fait, les profs, c'est incroyable. Les profs aujourd'hui, c'est à peu près la descente aux enfers. Si on compare avec soit les pays européens, soit avec ce qu'ils étaient payés dans les années même 80, c'est une paupérisation mais hallucinante. Donc il ne faut pas se raconter de salade. Si on veut avoir plus d'infirmières, si on veut avoir des instits et pas des postes vacants, si on veut avoir des remplaçants, non, on n'en a plus en Seine-Saint-Denis, c'est l'enfer. Pour tout ça, il faut aussi qu'il y ait une valorisation, et ça passe par l'augmentation des salaires. Or, cette revendication-là, cette proposition-là,
je pense que nous l'avons mise collectivement un peu de côté. Là, je parle des syndicats et des politiques, et qu'il faut qu'on dise qu'on a besoin d'investir parce que ce sont des personnels qui sont essentiels pour faire vivre des choses qui sont essentielles, santé, éducation, logement, etc. Deuxièmement, je voulais dire un mot aussi sur la logique, parce que vous avez parlé des patients, des élèves. Évidemment, j'ai pensé tout de suite aux chômeurs, parce qu'il y a eu la loi là sur Pôle emploi, qui est transformée en France Travail, donc c'est pareil, toutes ces usines à gaz, mais derrière le mot, il ne faut pas croire, hein, derrière le mot, il y a aussi toute une logique, et donc les chômeurs eux aussi doivent être acteurs, tellement acteurs qui sont responsables du chômage, et que maintenant on va les faire travailler 15 heures pour le même tarif. C'est aberrant, mais là où vous avez raison, c'est que la même logique s'applique partout. Je parlais tout à l'heure de la T2A sur le management, on retrouve des logiques identiques dans l'ensemble des services publics. Et donc je termine sur ce qui était mon point de départ, c'est que je pense qu'il y a besoin de fédérer les différents axes sur lesquels on est mobilisé, santé, éducation, transport, etc., etc. Ça me paraît fondamental de ne pas isoler chaque thème, mais de les raccorder. Et l'autre chose que nous devons raccorder, c'est les usagers avec les salariés. Parce qu'une des divisions qu'ils font, c'est aussi d'opposer les usagers qui s'en prennent à leurs services publics défaillants. Et pourquoi les services publics sont défaillants? C'est parce que les fonctionnaires font mal leur boulot. Et là, la boucle est bouclée. Là, la boucle est bouclée. Et donc, ceux qui sont les producteurs de ces services publics et ceux qui sont les bénéficiaires, les usagers de ces services publics ont en réalité un intérêt commun. Et cet intérêt commun, c'est à nous de le faire grandir et à de faire se rencontrer des collectifs de défense des services publics et donc des salariés avec les collectifs d'usagers et qu'ensemble, on fasse monter cette idée que nous sommes les défenseurs du service public et qu'à travers ce service public, c'est tout un projet de société que nous pouvons alimenter, faire vivre au service, encore une fois, comme on le disait, ce sera un des maîtres mots de la fin, du bien commun. Voilà. Donc, tout ça au sein d'une 6e République. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut s'arrêter là et puis continuer ensemble, dans le hall, en tête-à-tête. Merci à tous. Il y a les livres de Gérard Filoche qui sont là à la table. N'hésitez pas à aller consulter. Et Gérard arrive à sa table.